BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. À tous, bienvenue dans l'heure H avec mon invitée Virginie Calmels. Elle est première adjointe du maire de Bordeaux. Elle était le premier soutien d'Alain Juppé. Virginie Calmels, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'équipe Fillon, vous êtes membre du pôle société civile et puis vous êtes membre du comité politique des Républicains. Ça va, c'est pas trop facile, c'est pas trop difficile, en l'occurrence, la jonction des juppéistes avec les fillonistes? Je crois que l'intérêt de ces primaires, c'est de peser toute la famille pour une alternance en 2017. Ok, ça c'est sur le papier. On n'en peut plus de la gauche et on n'en peut plus de ce qu'elle aura fait durant ces 5 années au pouvoir et on a besoin d'un autre projet. Celui de Juppé comme celui de Fillon sont pas si éloignés les uns des autres. Après on avait fait des choix de personnes, on avait fait voilà, mais c'est une primaire, c'est la même famille politique. Aujourd'hui on se rassemble et c'est pas dur de se rassembler derrière le candidat qui a été désigné par cette primaire et qui on laisse. Mais est-ce que vous trouvez qu'il a fait suffisamment de place à des gens comme vous ou même à Laurent Wauquiez qu'on a entendu ce matin, donc quand même un peu amer malgré tout. Sortons des querelles de personnes et des ambitions personnelles. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir si on a bien tous envie, et j'espère que c'est le cas, de l'élection de François Fillon. En tout cas, chez les juppéistes, il n'y a pas de problème. Alain Juppé a été clair dès le soir du deuxième tour. Nous soutenons François Fillon et clairement, il a fait de la place, comme vous l'avez vu, à des juppéistes, donc comme d'ailleurs à des sarkozystes dans l'organigramme et dans la campagne. Et donc vous êtes satisfaite de votre place? Vous trouvez que là, vous avez une bonne place dans cette nouvelle organisation? Oui, là encore, je pense que c'est pas un problème de personne et de savoir si Pierre-Paul Jacques. Non, mais vous êtes devant nous, Virginie Calmels. Donc, je ne dis pas les juppéistes, je m'adresse à Virginie Calmels. En ce qui vous concerne, Alain Juppé et François Fillon se sont mis d'accord pour que je représente les juppéistes au comité politique. Oui. Par ailleurs, je suis dans le pôle société civile parce que j'ai passé 20 ans en entreprise et que donc ils pensent qu'effectivement je peux apporter ma pierre à l'édifice dans ce pôle société civile. Sur le projet également, oui, je vais pas me plaindre et au-delà de moi et de mon cas personnel, je crois que globalement la volonté de François Fillon, c'est bien de rassembler sa famille politique et il l'a fait et il l'a fait avec succès. Encore deux questions. C'est vrai qu'il y a vous réunissez les juppéistes. Il y a une réunion hebdomadaire mensuelle. Non, en fait, on entend tout et son contraire, donc j'en profite. Non, mais en l'occurrence, Alain Juppé s'est adressé clairement à tous ses soutiens. Il en avait beaucoup. Il avait construit des comités de soutien dans tous les départements. Donc il y avait beaucoup, des milliers de gens qui l'avaient soutenu pour dire que maintenant il fallait soutenir François Fillon. Derrière, c'est aussi un travail de rassemblement d'équipes, d'hommes et de femmes. Et donc, il y a besoin de leur parler et de les associer maintenant à la campagne de François Fillon. Mais donc il y a bien une sorte de petit club des juppéistes qui se retrouvent régulièrement. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait les élus et les personnes qui avaient porté sa campagne, et puis plus généralement il y a les comités de soutien, et maintenant il faut que s'opère ce transfert d'une période qui était la période des primaires à la présidentielle dans l'équipe de François Fillon. Et pour vous, encore une question personnelle, vous vous sentez autant engagé à Bordeaux, Virginie Calmels? Si je vous pose la question, c'est parce que vous êtes le premier adjoint. On a dit que si Alain Juppé évidemment était élu président de la République, c'est vous qui prendriez la mairie de Bordeaux. Le cas est un petit peu différent. J'imagine qu'Alain Juppé n'a pas forcément envie de sortir là tout de suite. Est-ce que pour vous, ça vous engage moins vis-à-vis de Bordeaux? Non, c'est surtout que pendant sa période de campagne et de primaire, il était un peu moins là. Donc moi, ça m'avait engagé plus parce que justement c'est le rôle qu'il m'avait confié. Maintenant il est à nouveau là, je reviens dans ce qui était mon rôle avant qu'il ne soit en campagne, qui est un rôle vaste, j'ai beaucoup à faire et je suis très heureuse sur l'économie en tant que première adjointe en charge de l'économie. Moi mon combat c'est l'emploi, on a doublé la création nette d'emplois à Bordeaux. Oui, mais donc, sur les 18 quelque part vous êtes moins engagé, enfin je veux dire vous êtes moins engagé si on vous propose d'autres choses éventuellement, il n'y a plus cet engagement ferme vis-à-vis de Bordeaux. de rester à Bordeaux? Moi, je suis pas une femme politique de longue date. Ça fait à peine 3 ans que je suis en politique, 20 ans en entreprise. Moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire jusqu'au bout. J'ai été élue par les Bordelais. Je suis aujourd'hui dans l'équipe d'Alain Juppé, première adjointe en charge de l'économie. J'irai au bout de ce mandat. Après, on verra. Voyez. Et en même temps, on dit qu'en politique, justement, il ne faut dire jamais. Donc, oui, pour vous dire. Donc, là encore, on peut rester élu local et avoir d'autres rôles. Aujourd'hui, j'en ai un dans la campagne de François Fillon que je vais mener comme j'ai mené mon rôle
dans la campagne d'Alain Juppé, aux côtés de mes responsabilités à Bordeaux. Justement, un des points cruciaux de discussion, certains disent c'est infaisable, du programme de François Fillon, donc de votre candidat maintenant, c'est de dire il faut supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans. On sait que c'est le point sur lequel achoppe François Bayrou et beaucoup d'autres, y compris Alain Juppé, on s'en souvient. Est-ce que ce matin il est revenu chez BFM TV, François Fillon, il a dit mais attendez, notamment dans les collectivités locales, on voit bien qu'il y a eu 1 million d'emplois qui ont été créés et qu'on peut revenir là-dessus. Vous, en tant que première adjointe de Bordeaux, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait d'accord avec François Fillon. C'est-à-dire que je pense que on a diabolisé François Fillon sur ce projet et cette ambition en expliquant, en tentant d'expliquer, mais ça c'est la vieille politique, que parce que on serait plus efficace ou parce que on supprimerait certains postes et notamment des non-remplacements de départ à la retraite, on aurait moins de services publics. Ça c'est une aberration. On a embauché très massivement dans les collectivités territoriales. Est-ce que les gens ont eu le sentiment d'avoir davantage de services publics sur les 5 ou 10 dernières années? Non. Quand vous voyez qu'au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, vous avez 2800 agents pour les fonctions centrales, les fonctions de siège. C'est pas directement du service public. Les services de communication, les services financiers, les services qui gèrent les notes de frais, les collaborateurs. Combien, à votre avis, pour le même service? Mais je pense que très clairement, moi qui ai fait 20 ans là encore dans l'entreprise publique, il faut revenir au privé, pardon. Oui, quel lapsus. Il faut revenir dans l'entreprise publique à une approche du management des hommes et des femmes. Il faut pas stigmatiser les fonctionnaires. On a des gens de très grandes compétences, de très grandes valeurs, mais qui sont souvent assez peu récompensés. Et il y a assez peu de promotion au mérite. Et à contrario, vous avez quelques personnes qui abusent d'un système, certains même qui travaillent au noir à côté parce qu'ils ont des heures d'absentéisme colossales. Il faut donc on peut faire ces économies. Mais bien sûr, il faut lutter contre les excès. Il y en a partout. Il y en a aussi dans le privé. Il faut lutter contre des gens qui abusent d'un système et il faut promouvoir ceux qui travaillent bien. Et il y en a beaucoup. Il y a des gens qui s'impliquent dans le service public avec des intentions nobles en se mettant réellement au service. Et là, il faut recentrer aussi ce que sont les missions de service public et mettre le paquet là-dessus. Il ne s'agit pas d'abaisser nos services, notamment dans le régalien, dans la santé. Mais après, vous savez, être fonctionnaire pour être une assistante d'élu, par exemple, dans une collectivité, est-ce que ça mérite de travailler moins que une assistante dans le privé d'une journaliste à BFM? Donc, visiblement, il n'y en a pas. Donc, c'est plus simple chez nous. En revanche, est-ce que, lorsqu'il dit, François Fillon, il dit « Je ne vais pas amender mon programme ». Il est tel qu'il est. Ce matin, il est revenu un petit peu en arrière parce qu'il a reconnu son mea culpa. Il a fait son mea culpa, sur la question de la sécurité sociale en disant qu'ils étaient mal pris, qu'il avait compris. Donc, il reviendrait avec d'autres propositions fin janvier, début février. Donc, il peut quand même amender son programme. Mais alors, ce matin, François Bayrou a dit « Mais attendez, on peut pas dire, président du MoDem, centriste, il peut pas dire c'est à prendre ou à laisser. Il faut quand même un peu faire évoluer un programme et tenir compte justement des gens qu'on veut rassembler. » Vous, il vous a rassemblé, qu'est-ce que vous en pensez? Une fois encore, quand vous regardiez en détail ce qui était le projet d'Alain Juppé par rapport au projet d'Alain Fillon, allez, il y avait 90% en commun. Donc on voit bien qu'il y a un socle qui était fort, qui est celui de notre famille politique. Je commande pas la phrase de François Bayrou. Si vous allez la commenter. Mais parce que parfois François Bayrou est éloigné de nos propres positions. On se rappelle de cette campagne des primaires où Nicolas Sarkozy a souligné que parfois François Bayrou pouvait soutenir des positions que la droite ne soutient pas. Je pense au vote des étrangers, par exemple, etc. C'est lui qui a coulé la candidature d'Alain Juppé, vous pensez? Je pense qu'il a réussi à faire passer Alain Juppé pour un peu le gauchiste de cette primaire de la droite, en expliquant qu'il était très proche, éventuellement. A-t-il servi d'épouvantail, Virginie Calmès? Nicolas Sarkozy? Non, François Bayrou vis-à-vis d'Alain Juppé. Oui, il se trouve que, en l'occurrence, Nicolas Sarkozy a essayé de créer une très grande proximité entre ces deux hommes. Pour les Français. Probablement, en tout cas, au sens où dans notre famille politique, il n'avait pas été clair, et pire que ça, il avait appelé à voter François Hollande, et que je pense que personne ne souhaitait que François Bayrou devienne, par exemple, le Premier ministre d'Alain Juppé. Il n'en a jamais été question, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy a utilisé cet argument pour essayer de montrer une connivence entre François Bayrou et Alain Juppé sur le projet. Alors c'est une connivence d'hommes, pas forcément une connivence de projet. La preuve, ce que Bayrou
critique dans le projet Fillon. Il l'a pas critiqué dans le projet Juppé, mais quand on lit bien le projet Juppé, il est pas très éloigné de celui de. Il n'y a pas la question des fonctionnaires. Si, bien sûr. Simplement, il l'avait fixé à 250 000 au lieu de 500 000. Attendez, Alain Juppé, pardonnez-moi de vous dire, nous a même dit que c'était infaisable de supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans. Hein. Non, mais lui, dans son projet, il avait écrit 250 000. Oui, la moitié. Oui, mais pour être honnête, moi, je crois que le sujet, il est indépendamment du quantitatif, il est dans le comment, dans l'exécution, du qu'est-ce qu'on va faire. Et moi, je crois qu'il faut revenir. Le quantitatif, c'est quand même important, savoir si c'est 250 000 oui, mais ou 500 000 quand vous fonctionnaires, regardez, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais pardon de dire que tous ces déclaratifs, après, qu'est-ce qu'on fait dans les faits et comment on le fait? Moi, c'est ça, je suis très pragmatique, je viens de l'entreprise. Vous ne croyez pas dans ces 500 000? Si, moi, j'y crois totalement. Mais parce que je pense qu'il faut s'intéresser au comment. Le comment, c'est comment on revalorise les fonctions des fonctionnaires, comment on arrive à dire que c'est très important d'avoir des fonctionnaires dans ce pays, mais il faut peut-être en avoir moins, les payer mieux, leur donner des perspectives de carrière et les remotiver. On ne parle jamais des 30 jours d'absentéisme, et c'est là qu'il y a des gisements, et c'est pour ça que c'est pas moins de services publics. Au contraire, c'est pour en avoir davantage, mais que ça coûte moins cher à la collectivité, parce que quand vous avez 30 jours d'absentéisme dans les collectivités territoriales, travailler 39 heures, il faut les payer plus. Puisque ce matin, il a dit qu'il n'est pas question de travailler plus et de gagner moins, donc il faudra bien les payer, donc ça va coûter aussi plus cher à l'État. Mais si vous avez plus d'effectifs, mais vous vous rendez compte ce que coûte l'absentéisme aujourd'hui? Quelle entreprise privée survivrait avec 30 jours d'absentéisme? Aujourd'hui, on a ce sujet-là. Quand vous voyez que les socialistes ont supprimé le jour de carence, on a fait augmenter et mécaniquement le taux d'absentéisme. Moi, je suis pour dire que les hommes et les femmes de ce pays méritent de la reconnaissance, y compris quand ils sont dans le service public, et ils méritent aussi, à un moment donné, d'être traités de façon un peu plus équivalente, notamment sur le jour de carence. Et restaurer un jour de carence, c'est mécaniquement baisser l'absentéisme et donc libérer la capacité de suppression de postes qui sont mécaniques, puisque là encore, vous avez plus de départs à la retraite que de postes supprimés dans le projet quand même qui est que 2% par an. C'est pas beaucoup. Est-ce que François Fillon doit quand même, il va le faire sur la sécurité sociale, est-ce qu'il doit quand même amender, alors à la marge peut-être, mais son programme, c'est pas à prendre ou à laisser? Non, mais je crois que comme toujours, il y a un problème aussi de pédagogie, d'explication et de détails. Vous savez, souvent le diable est dans les détails. Donc on est maintenant dans une phase où on va pouvoir approfondir un certain nombre de propositions qui font partie du projet de François Fillon. Il n'est pas question de modifier ces propositions, mais parfois de mieux les expliquer. Et c'est vrai que sur la santé, il le dit lui-même, il y avait ce besoin de mieux expliquer, de mieux présenter, mais aussi peut-être de travailler encore davantage. C'était une erreur. Oui, enfin, si je puis me permettre, François Fillon a peut-être décidé de travailler davantage sur un projet santé, mais il a fait des propositions par rapport à d'autres candidats où on ne sait absolument pas où ils vont, où il n'y a pas de proposition. Qu'est-ce que vous pensez? Et donc, il va travailler encore davantage son projet, mais qui est déjà très abouti, pour continuer à être du registre privé ou du registre public dans la sécurité sociale. Mais alors, la santé des Français, Virginie Calmez. Le sujet a été renvoyé à une commission d'experts et qui va être beaucoup plus compétent que moi pour trancher cette question. Mais moi, je veux qu'on revienne aux fondamentaux. Est-ce que notre objectif, c'est que les gens vivent mieux après qu'avant? Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont le sentiment... Si, c'est la réponse. Parce que quand les socialistes essayent de nous faire croire qu'ils mettent la sécurité sociale à l'équilibre, en fait, c'est un artifice pour éviter d'expliquer qu'en fait, on dérembourse aujourd'hui énormément de médicaments ou qu'on ne donne pas aux Français. Mais ce que François Fillon explique, c'est qu'il veut une santé meilleure pour les Français demain. Mais en même temps, il voulait dérembourser justement tout ce qui n'était pas maladie de longue durée. Donc non, c'est pas dérembourser. Oui. C'est savoir le comment. Une fois encore, c'est toujours l'exécution qui est clé. L'objectif, il est que les Français soient mieux remboursés. La question était de savoir si c'était par des mutuelles ou si c'était par la sécurité sociale. Mais une sécurité sociale en déficit, malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui ont des maladies graves qui n'ont pas, ça ne sera pas aussi radical, qui n'ont pas les médicaments qu'ils devraient avoir. Début février, je
pense que ça sera peut-être pas aussi radical que le projet initial. Ça a été un peu carré, mais parce que je pense que l'approche est travaillée différemment. L'objectif, il est toujours le même, c'est, excusez-moi, mais d'arrêter de mentir aux gens en leur faisant croire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils sont dans le système de santé protecteur qu'on a pu connaître à une époque dans ce pays. Tous les jours, les gens savent qu'ils sont de moins en moins bien protégés. Sur les heures supplémentaires, vous, quelle est votre position? Parce que sur la question de la défiscalisation des heures sup ou pas, c'est une mesure qui a été prise par Nicolas Sarkozy, on le sait, qui a été amendée tout de suite par François Hollande, qui l'a regretté et maintenant qui est reprise du reste dans le programme du candidat aux primaires de la gauche, Manuel Valls. Laurent Wauquiez a dit tiens, c'est une bonne idée pour le pouvoir d'achat des Français, et dans la foulée ce matin François Fillon a dit il en est hors de question parce que c'est une mauvaise idée, parce que ça concerne pas tout le monde. Votre position, vous, c'est quoi? Ma position, c'est qu'il faut redonner de la liberté aux entreprises pour décider de leur temps de travail, et il faut arrêter d'amalgamer, de faire croire. C'est comme pour les fonctionnaires d'ailleurs. On parle du temps de travail des fonctionnaires, mais ça cache des disparités. Vous êtes contre la défiscalisation? Je suis pour la négociation dans l'entreprise du temps de travail. Ça veut dire que cette négociation, elle est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et de la rémunération de ces fameuses heures supplémentaires. Il y a des entreprises qui resteront peut-être à 35 heures, qui considéreront que c'est bon pour elles d'être à 35 heures et de déclencher le seuil des heures sup à 35. Il y en a d'autres qui sont prêtes à négocier avec leurs salariés pour que ce seuil de déclenchement il soit à 37. Et il y en a d'autres à 39. Et il faut arrêter d'amalgamer ou de vouloir imposer par l'État un temps de travail. Il faut laisser la loi Macron et la loi El Khomri. La loi Macron, on va y venir. Non, il faut surtout laisser de la flexibilité aux entreprises et à leurs salariés. Vous êtes pour que le maintien de la loi... Je suis pour ce qu'a proposé François Fillon, c'est-à-dire de dire que le temps de travail, il doit être remis à la négociation dans l'entreprise. C'est ça le plus important. C'est redonner... C'est la loi El Khomri, les accords d'entreprise. C'est la loi. Oui, enfin la différence avec la loi El Khomri, c'est que finalement on donne d'un côté, on reprend de l'autre. On n'a pas dit. Ça, oui, enfin la différence, c'est qu'on voulait imposer finalement la question, c'est de l'aboutissement d'une négociation. C'est toujours le sujet. C'est que si une négociation n'aboutit pas, qu'est-ce qui va prévaloir? Est-ce que c'est les 35 heures actuelles, et Madame El Khomri ne sortait pas de ça, ou est-ce que c'est des accords de branche qui à ce moment-là prennent le pas sur des accords d'entreprise? Vous êtes donc les accords de branche prennent le pas sur les accords d'entreprise? Non, les accords d'entreprise prennent le pas sur des accords de branche qui prennent le pas sur le temps de travail, et c'est pas ce que Madame El Khomri a proposé. Donc le but, non mais la version des normes, c'est de dire elle allait la question de la loi travail. Hein. Elle allait dans cette direction, mais sans complètement dire on met fin à la durée légale du travail. Là, on est en train de dire que ce qui prédomine, c'est l'accord en entreprise. Mais il faut quand même une durée légale du travail, non? Non. Pourquoi? Il y a un plafond, c'est-à-dire on interdit à un moment donné d'aller au-delà d'un certain seuil, mais de toute façon, les entreprises vont pas négocier, elles ne se mettront pas d'accord sur des seuils irréalistes. Ce qu'il faut, c'est laisser la liberté à ceux qui font. Et ceux qui font dans ce pays, ceux qui créent l'emploi dans ce pays, c'est les entrepreneurs. Vous avez créé la Droite Libre, en l'occurrence. Droite Libre qui se veut une sorte de mouvement au sein des Républicains pour contrecarrer l'usurpateur Emmanuel Macron. Je vous cite. Je l'ai pas fait pour contrecarrer l'usurpateur Emmanuel Macron. Je l'ai fait. Non, parce que je l'avais créé avant même que Monsieur Macron ne soit candidat à la présidence de la République. L'objectif, il est surtout pour ne pas laisser à Monsieur Macron s'arroger le monopole du progressisme en France. On peut être progressiste et être de droite. On peut considérer que la société est en train d'évoluer vite, l'ubérisation de la société dans le domaine économique, qu'il faut regarder de l'avant et prendre en compte la transformation de la société et être de droite et souhaiter l'élection de François Fillon et vouloir vraiment sortir de cette politique de François Hollande à laquelle, pardon de le rappeler, Monsieur Macron a totalement adhéré puisqu'il a été l'homme qui murmurait à l'oreille, il a été pendant 2 ans le conseiller économique de François Hollande, l'homme qui murmurait à l'oreille de François Hollande sur les questions économiques, et il a été ministre de l'économie et donc en capacité à faire
et finalement avec un assez piètre résultat. D'accord, Virginie Calmette, mais en même temps, vous regardez, est-ce que vous n'êtes pas quand même, vous qui êtes aussi un peu neuve en politique, oui, vous bah oui, ça fait moins de 3 ans. Voilà, mais comme lui, est-ce que vous vous dites pas... comme lui, qui lui pense qu'il peut être président de la République. Oui, mais les sondages montrent... Non, mais les sondages... Non, mais d'accord, mais ça montre quand même qu'il y a un engouement. C'est pas comme le dit un peu l'écosystème parisien, que c'est une bulle, c'est ce que disent un peu les médias et le milieu politique. On voit bien quand même que les Français... Après, s'il va faire 25%, 30%, 26%, comme vous dites, on n'y croit pas. Mais on voit bien qu'il y a quand même un petit phénomène, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que c'est que ça vous inspire quoi ? Ça m'étonne. Ça m'étonne parce que moi, comme j'ai fait 20 ans en entreprise et 3 ans en politique, je trouve que c'est un péché d'orgueil de se projeter président de la République. Je pense que c'est une sous-estimation totale de ce qu'est la fonction, de ce qu'est sa difficulté et de ce qu'est sa capacité. Table rase de tous les blocages français puisqu'il ne fait pas partie d'un parti politique. C'est une blague ça. Comment il va faire table rase? Là encore, pardon de le dire, il y a des institutions. Pour gouverner dans ce pays, il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça marche comme ça. Il ne s'agit pas juste d'être élu devant les Français. Et vous croyez pas qu'il y a des centristes ou des jupéistes qui vont voter Emmanuel Macron? Je pense qu'il y en aura assez peu, parce que là encore, en tout cas chez les jupéistes, quand on a soutenu le projet d'Alain Juppé, on est très près du projet de François Fillon. On veut une autre politique économique que celle que même Emmanuel Macron ou que François Hollande nous ont servi pendant 5 ans. On veut pas d'augmentation de la CSG comme le propose Emmanuel Macron. Si vous voulez, moi, ce qui me gêne un peu, Emmanuel Macron, je le trouve séduisant, nouveau, il apporte de la fraîcheur. Je viens de l'entreprise. Bon, lui, il a fait 3 ans chez Rothschild. C'est une entreprise, on va dire, un peu particulière. Mais je pourrais saluer le fait qu'il y ait cette fraîcheur en politique. Ce qui m'inquiète, d'abord, c'est que je trouve quand même qu'il est soutenu et qu'il va être soutenu, enfin, que par des gens qui sont quand même des socialistes qui se disent que tiens, il y a une petite... On va voir, parce que pour l'instant, il n'y a pas de grand soutien. On parle de Ségolène Royal. Oui. On dit qu'il y aurait des soutiens à droite et au centre. Il y en a très peu. Il y a un. Aujourd'hui, on a appris, c'était l'économiste, donc, qui est le président de France Stratégie, qu'on connaît bien ici, Jean Pisani-Ferry, qui allait conduire son projet présidentiel. Mais c'est ça convaincu. Je veux dire, c'est ça qui sera intéressant. C'est aussi de voir ce qu'il va réellement proposer. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui voulait revenir qui était contre les 35 heures, qui finalement nous dit non, finalement, il faut maintenir les 35 heures. Ça, c'est, pardon de le dire, si on devait caricaturer entre gauche et droite, plutôt une mesure de gauche. Quand il veut augmenter la CSG, il est plutôt de gauche. Et quand je regarde ses soutiens, ils sont plutôt de gauche. Moi, je n'ai pas envie dans ce pays, même si lui incarne une forme de renouveau, je n'ai pas envie de re-signer pour 5 ans de socialisme. Et malgré tout, c'était quelque part un mini Hollande. C'est la création de François Hollande, Emmanuel Macron, en plus sympathique et en plus ouvert, en plus jeune, plus dynamique. Et tant mieux. Mais petit péché d'orgueil de vouloir se voir président de la République. Non, mais vous savez, avec Hollande, on a tous vraiment payé cher le fait d'avoir un président de la République qui n'était pas prêt. Est-ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est prêt? Est-ce qu'il est prêt à dialoguer avec... Est-ce que Nicolas Sarkozy était prêt? En tout cas, je pense qu'il était plus prêt que ne l'est Emmanuel Macron aujourd'hui. Vous le voyez dialoguer avec Poutine ou avec Trump, décider... Vous savez, moi, ce qui me frappe, et je viens une fois encore du privé, c'est que quand vous prenez les rênes d'une entreprise, vous avez une équipe et vous avez le temps de prendre la dimension de l'entreprise, de prendre vos décisions stratégiques. Quand vous êtes président de la République, c'est dans l'heure qui suit qu'il faut être opérationnel. Barack Obama, dans l'heure qui suit, il faut décider. Même s'il y a eu des lacunes, lui, il a vu très peu de politique. Il est sorti du chapeau comme ça. Ne comparons absolument pas le système français et le système américain, où le Congrès a un rôle tellement important que le président a un rôle qui est nettement inférieur à celui qui est celui de la France. En France, vous avez les deux casquettes, exécutif et présidentielle. Vous qui venez du privé, et vous le répétez souvent, Virginie Calmette, parce que vous avez passé plus de temps, comme vous l'avez souligné, qu'est-ce que vous pensez justement de Donald Trump, qui alors lui n'a été que dans le privé, et puis l'ensemble de son gouvernement n'a été que dans le business. Donc ça vous fait un petit peu peur? Qu'est-ce que vous... Vous savez, c'est François Fillon qui, pendant la campagne des primaires, disait qu'il voulait ouvrir à la société civile. Et quand Alain Juppé l'avait fait également... Non, mais ce que je veux dire pour répondre à ça, c'est que je pense que c'est bien de se rendre compte qu'il y a de la compétence et que cette compétence, elle peut être d'ailleurs c'est une bonne nouvelle que
Donald Trump. Du sérail politique. Après, moi, c'est simplement mon avis. Moi, je suis pour la complémentarité des talents. Je pense qu'il faut ouvrir à la complémentarité des talents des politiques de métier avec des gens qui n'ont pas forcément fait de la politique leur métier. Trump est dans une approche très caricaturale. Il n'est pas dans la complémentarité des talents. Il est dans je prends finalement que des gens qui me ressemblent et qui n'ont fait que du business. Ça c'est de nature à m'inquiéter parce que je pense que là encore, il faut une complémentarité et une expérience. Lui ne l'a pas. Lui ne l'a pas. Française, en tous les cas. Oui, mais là encore, c'est une question de volonté d'ouverture. Et puis il y a peu de vous êtes là. Merci beaucoup. Talent à l'extérieur. Merci beaucoup Virginie Calmels d'avoir été avec nous. Donc on l'a compris, membre du comité politique des Républicains, première adjointe en charge de l'économie, maire de Bordeaux, et puis donc avec votre mouvement La Droite Libre pour contrecarrer Emmanuel Macron. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette orage.